Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV. Et certainement, vous êtes en train de câbler tout de suite à partir de 21h30, hein, comme d'habitude, vous êtes sur Alafia TV et vous suivez l'invité de la semaine. L'invité de la semaine reçoit ce soir Dr Mamadou Sissoko. Il est professeur d'enseignement supérieur. Il est donc constitutionnaliste. Il enseigne le droit constitutionnel. Voilà. Donc, Dr Mamadou Sissoko, on va s'entretenir évidemment sur cette actualité qui est en train de faire couler plusieurs, en tout cas de faire couler de l'encre et d'effrayer la chronique au Mali et à l'échelle internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Dr Mamadou Sissoko. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on va essentiellement parler de cette affaire, je dirais même des affaires, celle de l'avion présidentiel et celle de contrat d'équipement militaire qui concerne aujourd'hui deux personnalités importantes de ce pays qui ont été convoquées devant la section judiciaire de la Cour suprême, notamment l'ancien Premier ministre, non moins ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumaïlou Boubé-Mega, et l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Madame Boiré Fili Sissoko. Ces deux personnalités sont aujourd'hui sous mandat de dépôt. Donc ils sont aujourd'hui, on dirait, inculpés en tout cas de 5 chefs d'accusation que je vais donc citer pour faux, corruption, favoritisme, abus de confiance et trafic d'influence. C'était à l'issue de leur convocation au niveau de la section judiciaire de la Cour suprême. Alors aujourd'hui, ce que nous aimerons bien savoir, c'est par rapport à ce nouveau rebondissement, parce que ce n'est pas quand même la première fois que ce dossier est ouvert, parce qu'il a été classé sans suite en 2018, si je ne me trompe pas. Le nouveau rebondissement, Dr Mamadou Sissoko, est-ce que cela vous a-t-il surpris? Est-ce que cela vous a surpris, quoi? Je vous remercie. Et effectivement, dans un dossier judiciaire, il peut y avoir des va-et-vient. Un dossier peut être clos et avec un nouvel élément, le dossier peut encore connaître des évolutions. Donc, à ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude. Mais connaissant l'actualité aujourd'hui, je sais qu'elle est brûlante. Donc, vous pensez qu'il y a eu un nouvel élément qui a déclenché? Bon, seul le juge peut connaître ça, et à l'intérieur du dossier, moi, je peux maintenir ou discuter un peu la forme, mais le fond du dossier, c'est peut-être l'avocat et le juge qui peuvent connaître ça. Mais en ce qui concerne la procédure, c'est ma préoccupation, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un débat autour de la procédure. Le fond, pratiquement, il n'y a pas trop de débat. Mais le débat tourne autour de la procédure. Bon, vous savez, le Mali traverse un moment difficile. Et la corruption, les détournements, les gabegies, le népotisme ont constitué vraiment un obstacle au développement du Mali et ont leur responsabilité aujourd'hui dans la situation globale. Mais cependant, nous parlons de refondation, et qui dit refondation passe par là le renforcement de l'état de droit. C'est-à-dire, il faut nécessairement que l'État, comme les citoyens, se mettent au-dessous de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est l'instrument. C'est la norme supérieure qui nous permet aujourd'hui de vivre en harmonie. Que le flux faible ne soit pas brimé par le plus fort, que le plus fort ne fasse pas tout ce qu'il veut dans la vie. Donc le respect de l'état de droit est une exigence de cette refondation. Donc dans le cadre du respect de l'état de droit, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la procédure par laquelle ces responsables politiques se sont trouvés devant la Cour suprême. C'est ça qui me surprend un peu. La procédure, elle est biaisée ou... Bon, je ne peux pas juger la procédure empruntée, mais je ne comprends pas, dans ma compréhension, notamment l'article 95
de la Constitution de 1992, qui n'est pas suspendue jusqu'ici, la procédure a été définie. L'accusation est portée par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, après un vote positif, peut déférer le dossier devant la Haute Cour de justice, et qui a seule compétence à juger le président de la République en cas de haute trahison et les ministres ou les membres du gouvernement en cas de délit ou de crime. Cette Haute Cour de justice est composée essentiellement de députés et de parlementaires, mais qui peuvent avoir en leur sein quelques magistrats professionnels pour le respect des procédures. Mais en réalité, l'essentiel, ce sont des parlementaires. C'est le politique qui juge le politique. Voilà. La spécificité de la Haute Cour de justice, c'est que les actes politiques sont appréciés à leur juste valeur. Contrairement à la Cour de cassation. La Cour de cassation statue en droit. Ça veut dire que les arguments politiques ont peu de chances à prospérer devant le juge de la cassation, le juge des assises, de la cour d'assises. Mais au niveau de la Haute Cour de justice, les actes politiques peuvent être invoqués valablement. Vous voyez? Donc ce qui fait que le cadre diffère. C'est le politique qui va entendre et juger le politique. Okay. Et vous trouvez ça, est-ce qu'il n'y a pas, il faut peut-être aller vers un changement de ce système-là? Il n'y a pas de changement, c'est ce qui est déjà conçu dans notre Constitution. Donc, ces affaires ont eu lieu quand M. Boubei, Soumaïlou Boubei, était déjà membre du gouvernement. Et Félix Sissoko aussi était membre du gouvernement. Ils travaillaient pour l'État du Mali. Bon, ils étaient membres du gouvernement. Donc, ils étaient ministres. Donc, tous les faits accomplis pendant qu'ils sont membres du gouvernement relèvent de l'article 95 de la Constitution. Ces faits, les ministres n'ont pas d'immunité, mais ils ont ce qu'on appelle un privilège de juridiction. C'est ça, ils ont un privilège de juridiction. Ils sont d'abord, l'affaire est portée par le procureur de la Cour suprême devant l'Assemblée nationale, et là c'est à l'Assemblée nationale de donner suite à ces infractions en votant positivement. Si l'Assemblée vote positivement, dit que effectivement ces responsables-là ont fauté quelque part, il va falloir envoyer ça devant la Haute Cour, et bien il n'y a pas de problème. Le dossier va suivre son cours, il y aura une instruction devant la Haute Cour de justice, et c'est à la Haute Cour de justice de régler le sort du dossier. Bon, mais tel que je vois maintenant, des actes qui ont été commis pendant la fonction ministérielle et qui se retrouvent devant le juge judiciaire, alors là, ça me pose quelques problèmes. Ça me pose quelques problèmes. Mais par-ci, par-là, j'ai entendu des arguments. Tantôt, on dit qu'il y a une jurisprudence. Mais je répondrai à cela que la jurisprudence est une source de droit. Mais la jurisprudence est interpellée lorsque le droit positif en place n'a pas une disposition immédiate à appliquer à l'affaire. Or, dans notre situation, l'article 95 est bel et bien opérationnel. Donc, je ne vois pas l'utilité ici de cette argumentation. Parce que la Constitution n'est pas suspendue. Mais la Constitution n'est pas suspendue. Et l'article 95 est là. Bon, j'ai entendu aussi qu'il n'y a pas de Haute Cour de justice. Mais je dirais tout simplement face à cette argumentation, le dysfonctionnement de l'État serait-il imposé, va-t-il créer des conséquences aux citoyens? Qui devait mettre les institutions en place? Est-ce les citoyens ou les responsables de l'État? Moi, je crois que non. Là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas de la responsabilité des citoyens de mettre des institutions en place. Donc, nous, on suppose, il y a un grand monsieur qui a écrit sur ça, on appelle l'omission législative. L'omission législative, c'est-à-dire des injonctions sont données dans la Constitution et pour pouvoir être mises en place
par le législateur ordinaire ou par le gouvernement. Si le gouvernement s'abstient à ne pas exécuter ces injonctions constitutionnelles, on ne peut pas retenir la responsabilité des citoyens et les envoyer devant une cour de cassation. Ce serait une violation de leurs droits et de leurs libertés, parce que tout simplement, devant la cour de cassation, c'est le droit pur et simple. Certains observateurs disent également qu'en fait, il y a eu quand même des anciens ministres qui ont été jugés au niveau des assises, notamment le général Yamoussa Kamara, entre autres. Qu'est-ce qui différencierait Soumel Boubeye Mega ou Mme Boire Sissoko de ces cas-ci? C'est toutes ces violations qui font qu'on parle aujourd'hui de refondation. Parce qu'on a tout le temps violé les droits des gens. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les actes accomplis pendant la fonction ministérielle puissent être déférés devant un juge judiciaire. Ce n'est pas la démarche classique. Son cas était vraiment pour complicité d'assassinat. Et ces pratiques-là ne peuvent pas aujourd'hui supplanter l'application de l'article 95. Est-ce qu'on peut lire une partie de cet l'article 95, voilà le libellé. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Donc la compétence déjà de la Haute Cour est dégagée. Les personnes qui sont susceptibles d'être déférées devant elle sont définies. Maintenant, la procédure, elle continue. Deuxième alinéa, on dit, la mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale. Donc, la procédure, l'accusation est portée par l'Assemblée nationale. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit pénal sera utilisé uniquement pour la définition des crimes incriminés ou des délits incriminés et pour déterminer après le jugement les sanctions. Là, on va se référer au droit pénal, au code pénal, pour pouvoir fixer les sanctions. Donc voilà, la procédure est définie, les sanctions sont définies, la définition des crimes est définie, la Constitution, qui d'habitude ne pose que des principes généraux, ici a pris le temps de tout détailler. Et la compétence de la Cour, et les personnes qui peuvent être déférées devant la Cour, et la procédure à suivre, et la sanction, et la détermination des sanctions. Donc, la loi ne peut plus rien faire ici. La loi, tout ce que la loi peut faire, la loi doit organiser le fonctionnement de la Cour. C'est-à-dire l'organisation des organes de la Cour. Donc c'est ce qu'on explique en général, nous on entend, nous ne sommes pas des juristes ni des constitutionnalistes, on entend loi organique et dispositions constitutionnelles. Exactement. Quand on crée une cour, par exemple, comme la Cour constitutionnelle, il y a une loi, c'est la Constitution qui définit ses compétences, c'est la Constitution qui définit certains grands principes de la Cour, mais l'organisation interne de la Cour est assurée dans une loi organique. Voilà. Et donc, il y a une sorte de hiérarchie de normes, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ça. La hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'ordre des lois, l'ordre des différentes normes en présence. La Constitution en tête dans un pays, après la Constitution, vous verrez les ordonnances, après les ordonnances référendaires, vous verrez les traités. Après les traités, vous verrez les lois organiques. Après les lois organiques, vous verrez les lois ordinaires. Donc les lois ordinaires sont inférieures vraiment à la Constitution. Exactement. C'est-à-dire, la loi ne peut pas, quand on dit une matière dans la loi, ça veut dire, ça ne contredit pas une norme constitutionnelle. Il y a une cohésion et une cohérence entre les normes. La Constitution est supérieure. Elle est la loi fondamentale dans un pays. Quand elle règle une situation, aucune loi ne peut défaire ça. Nous sommes dans un système de constitution rigide au Mali, donc une loi est toujours inférieure à la Constitution. Voilà.
Alors, quel est le problème au niveau même de l'aéronef, l'avion présidentiel? Vous, qu'est-ce que vous avez compris réellement? Bon, en réalité, je ne me suis pas intéressé au fond du dossier. Parce que, comme je vous ai dit, le fond du dossier ne me pose pas un problème. Ça c'est entre l'avocat et le juge. Mais, vous savez, quand vous saisissez la justice, il y a deux niveaux. Irrécevable en la forme ou irrécevable en la forme. Ensuite, ils viennent au fond. Okay. Au fond, c'est lors du procès. Bon, dans cette affaire, moi, je ne peux rien dire sur le fond. Est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est faux? Donc, ça, c'est le procès qui va déterminer ça. La forme n'y est pas trop, quoi. Mais non, la forme est irrégulière à mon niveau. Moi, dans mon observation, et au regard de ce que j'ai lu comme article 95, moi, je trouve qu'il y a eu un problème. La jurisprudence qu'on invoque ne peut pas supplanter parce que le droit positif a déjà prévu la démarche à suivre. Donc, la jurisprudence, le juge, il crée la loi uniquement dans le cadre des jurisprudences lorsque vous saisissez le juge d'une question et que la loi n'a rien prévu dans ce cadre ou ce que la loi a prévu est flou. Le juge peut se servir d'une décision de justice pour régler sa question en vue d'éviter le déni de justice. Mais cette fois-ci, le droit positif malien est là, sous ma main. Je viens de lire ça. Il a prévu et la procédure, et le moyen d'accusation, et les arguments, et les personnes. Donc je ne vois pas en quoi une loi peut vraiment venir bousculer cette situation. Beaucoup de gens, en tout cas de personnalités, qui se demandent alors pourquoi est-ce qu'il s'agit bien d'équipements militaires, mais que des hauts gradés ne sont pas convoqués. Je ne sais pas. Sur ce plan, je dirais que la justice a sa méthode de travail. La justice est libre de faire son travail. Mais avant d'arriver au fond, il faudra qu'on règle d'abord la forme. Parce que tant que le fond n'est pas réglé, on ne touche pas à la forme. Tant que la forme n'est pas réglée, on ne touche pas au fond. Parce que cette disposition est un obstacle procédural. C'est-à-dire, ce n'est pas le juge judiciaire, dans mon entendement, qui peut s'occuper de cette affaire. Le juge judiciaire, lorsqu'il instruit un dossier et qu'il se rend compte qu'il y a un caractère politique, on parle même des complices. Donc, même si il constate que le dossier a un caractère politique, il se dégage en tirant son incompétence. C'est ça la procédure, en tirant son incompétence. Parce que ce que les ministres font, c'est des actes politiques. Le ministre c'est une autorité administrative, mais c'est aussi un homme politique. Et la Constitution, qui est la loi fondamentale, a déjà défini la procédure par laquelle on peut poursuivre le président de la République pour haute trahison. Il a défini la faute. Et pour délit ou crime, on peut poursuivre aussi les ministres. La procédure a été définie. Nul n'est au-dessus de la loi, mais chacun a un cadre bien déterminé pour être sanctionné s'il y a lieu. Voilà. Alors, l'association malienne des procureurs et poursuivants et la REF-SIMA aussi, en tout cas, ils ont réagi pour demander, en tout cas, pour dire qu'ils craignent aujourd'hui une instrumentalisation de la justice. Bon, écoutez, chacun, vous savez, nous sommes dans la démocratie et ces débats-là sont enrichissants. Ces débats-là sont enrichissants. Moi, j'interviens en tant qu'académicien, en tant que professeur. Donc, eux, ils interviennent en tant que professionnels. Chacun peut avancer ce qu'on veut. Mais il arrive maintenant à l'avocat et au juge, après un grand débat, de trouver une solution à ce problème. Les juges, les procureurs peuvent avancer leur point de vue. Cela ne changera rien à la décision du juge, je pense. Tout ce qui va s'en suivre, c'est le juge qui va comprendre et accepter. S'il se convainc que la procédure, effectivement, est constitutionnelle, ou que les avocats arrivent à poser des actes pour contraindre la justice que cette affaire est constitutionnelle, eh bien, il y aura une issue favorable pour le client. Bon, sinon, chacun peut en parler. Nous sommes dans la démocratie et c'est ça la richesse de la démocratie. Voilà. On va parler rapidement de cette charte de transition qui, en tout cas, qui accompagne la Constitution en quelque sorte. Aujourd'hui, cette charte, est-ce que
lorsque le Premier ministre décide de rencontrer la classe politique pour échanger sur l'organisation, en tout cas des élections, peut-être le prolongement ou la prorogation de la transition, est-ce que cela ne violerait pas cette même charte de transition? Mais c'est-à-dire, moi j'ai dit à ce sujet, même hier j'ai répondu à vos collègues de Chérif là, c'est-à-dire ne posons pas de préjugés. Ni le président, ni le Premier ministre n'a avancé une prorogation. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Aujourd'hui, la charte est la loi fondamentale de la transition. C'est les assises nationales qui vont en parler, vont discuter. La charte a prévu 18 mois. Et Assimi a juré, a prêté sur la charte. Et la charte contient 18 mois comme délai. Alors je ne vois pas comment on peut dépasser de façon légale le contenu de la charte. Ça ne peut être que 18 mois. Maintenant, la charte a été accomplie aussi avec des organisations internationales comme la CEDEAO. La CEDEAO a accepté la charte. Donc, c'est à ce niveau maintenant que les rapports peuvent jouer. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas, je ne me pose pas de questions si les élections auront lieu ou pas, parce que tout simplement, pour moi, la date est déjà fixée. Eh bien, je me dis qu'à cette date-là, le Mali aura son président. Et si le Mali n'a pas son président, c'est que certainement le gouvernement malien a eu des compromis avec la communauté internationale et ils ont convenu de nouvelles dates. Voilà ce que je pense. Voilà. Donc, pour finir avec cette interview, à l'issue des débats qui vont avoir certainement entre l'avocat, le juge, le procureur, en tout cas ces trois niveaux-là, est-ce que s'il y a relaxation, est-ce qu'il peut on peut encore avoir une réouverture de dossier, même quand ce serait classé sans suite? Là aussi, il y a un débat doctrinal important. C'est-à-dire, lorsque cette procédure qui vient de démarrer va foirer, c'est-à-dire en ce sens que les inculpés soient relaxés, est-ce qu'on pourra revenir encore devant un autre juge pour cette affaire? Il y a un grand débat doctrinal là-dessus. D'autres parleraient de l'autorité de la chose jugée, d'autres diront non, bon, avec un autre élément, on peut rouvrir encore le dossier. Bon, et à ce niveau, ce sont les événements qui vont nous dire s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu d'ouvrir le dossier. Mais tout compte fait, aujourd'hui à ce niveau, les inculpés étant des ministres, des membres du gouvernement au moment des faits, je ne vois pas comment on peut les déférer de façon avérée devant une cour d'assises, parce qu'une cour d'assises n'est pas une haute cour de la justice. Une cour d'assises est plus rigoureuse que la haute cour de justice, parce que des actes peuvent être répréhensibles devant la cour d'assises, mais ces mêmes actes politiques peuvent ne pas avoir de portée devant la haute cour de justice. Puisque c'est le politique aussi qui juge le politique, tout ça, ça va à l'avantage des inculpés. Donc moi je crois que c'est deux juridictions. La haute cour est créée par la Constitution, alors que c'est le règlement qui crée ou qui convoque la cour d'assises. Donc ce n'est pas la même chose. Et puis à la cour d'assises, c'est 3 professionnels, des magistrats professionnels, plus 4 civils à peu près, 4 citoyens. Donc tu sais, d'habitude la justice est rendue au nom du peuple, mais cette fois-ci on dirait que c'est le peuple qui se rend la justice, puisque le peuple est associé à la décision devant la cour de cassation, devant la cour d'assises. Mais au niveau de la haute cour de justice, c'est le politique qui juge le politique. Et les actes politiques peuvent être invoqués valablement devant la haute cour de justice. Donc, vouloir vraiment ramener cette affaire devant la cour d'assises, ça touche un peu aux droits et aux libertés des inculpés. Et c'est ce que je regrette. Si ça a tout le temps été fait, eh bien, on a tout le temps violé la procédure. Parce que d'abord, il y a la présomption d'innocence qui est souvent oubliée au niveau de l'opinion publique nationale. Oui, bon, et il y a au-delà de ça, ça joue négativement sur leur propre personnalité. Surtout, bon, aujourd'hui, les dirigeants sont plus ou moins acculés aussi par la population. J'ai commencé par là. J'ai dit que le pays a succombé par là. La corruption a une grande part
dans la situation actuelle. Donc, le peuple aspire aujourd'hui à la justice. Mais on aurait pu trouver juridiquement une solution sans passer par là. Et la Constitution qui prévoit la Haute Cour de justice, il suffisait que le président de transition, à travers un message, qu'on mette en application l'article 50. La Constitution est suspendue. Si la Constitution est suspendue, par des mesures d'accompagnement, on peut établir la Cour suprême et ses instances dans son rôle, et en ce moment, la Constitution étant suspendue, on peut tout faire. Mais la Constitution est là. La charte est là. Et aller justement, quelque chose qui est déjà réglé par la Constitution, et on lève ça, ça crée un grand problème à Dakar, notamment la CREI. La CREI, c'est une loi qui a créé cet organisme pour juger certaines formes de crimes. Et le fils de l'ancien président Wade a été jugé. Mais depuis lors, il y a tout un débat sur l'illégalité de la procédure. Donc, ce débat n'en finit pas, on n'en finit pas, mais je trouve ce qui est important, c'est qu'il n'est pas question ici de savoir ce qui a été volé ou ce qui n'a pas été volé. Moi, mon problème, c'est de dire, est-ce que ces messieurs-là ont été appréhendés dans les meilleures conditions de procédure? C'est ça ma préoccupation. Bon, je ne connais pas Félix Sissoko, bien qu'elle soit Sissoko, moi je ne la connais pas. Je ne connais pas Boubèye. Donc, même lors de la grève des magistrats, j'ai interpellé Boubèye à la télé, je lui ai dit, c'est un conflit social. Bon, moi je suis républicain. Je n'ai pas de parti, je n'ai pas d'association. Mais le droit, je tiens à ce qu'on respecte le droit, surtout lorsqu'on parle de refondation. On ne peut pas aller à la refondation sans passer par le respect du droit des citoyens. Ok, merci beaucoup, docteur Mamadou Sissoko. Je rappelle que vous êtes professeur d'enseignement supérieur au Mali et vous enseignez certainement ailleurs, au Sénégal notamment, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et vous êtes constitutionnaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté être là avec nous sur ce plateau, partager votre expérience, vos connaissances sur ce sujet-là, qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Merci infiniment. Merci à vous. Et chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, docteur Mamadou Sissoko. C'est ce qui met fin à cet échange sur les affaires de l'avion présidentiel et celle de contrat d'armement, d'équipement militaire. Et donc, voilà, c'est ce qui met donc fin à cet entretien. Au revoir et à très bientôt.